Le ciel de Long Island était d'un bleu parfait ce matin du 21 septembre 1956. Thomas Attridge, pilote d'essai chevronné de la Grumman Aircraft Engineering Corporation, boucla son harnais dans le cockpit du F-11F Tiger et sentit le rugissement familier du moteur Wright J-65 envahir son corps. Il avait effectué des centaines de vols d'essai. Celui-ci semblait parfaitement ordinaire. Il ne l'était pas. La mission était simple en apparence. Plonger en piqué à la vitesse de Mach 1, tirer 2 courtes rafales avec les 4 canons de 20 mm, puis remonter et rentrer à la base. Un test de routine pour vérifier le comportement des armes à haute vitesse. Attridge poussa la manette des gaz, sentit l'avion s'élancer vers le ciel et entama sa descente au-dessus de l'Atlantique. L'altimètre défilait rapidement. À 7000 pieds d'altitude, il pressa la détente une première fois, puis une seconde. Les canons crachèrent leurs projectiles dans l'air avec une précision mécanique parfaite. Tout semblait normal, tout semblait sous contrôle. Puis, quelque chose frappa le pare-brise avec une violence sourde. Attridge sentit une secousse brutale traverser l'avion, comme si une main géante avait giflé la carlingue. Une fraction de seconde plus tard, un second impact déchira la lèvre de la prise d'air droite du moteur. Le Tiger commença immédiatement à perdre de la puissance. Attridge regarda ses instruments avec incrédulité. Le moteur agonisait. À 7000 pieds, à une vitesse encore proche de Mach 1, avec une base à plusieurs miles de distance, il était seul face à une machine mourante. Il ne savait pas encore ce qui l'avait frappé. Il pensa instinctivement à un oiseau heurté à une vitesse impossible. Mais quelque chose dans cette explication ne collait pas, et il n'avait de toute façon pas le temps d'y réfléchir. Le Tiger perdait de l'altitude trop rapidement. Attridge prit une décision immédiate. Réduire la puissance au strict minimum pour ne pas aggraver les dégâts internes, allonger sa trajectoire au maximum et tenter de rejoindre la piste à Calverton. Mais avec un moteur qui ne produisait plus que 78% de sa puissance nominale, chaque mile parcouru était un combat acharné contre la gravité. Les arbres en contrebas grossissaient à vue d'œil. La piste restait désespérément invisible à l'horizon. À 2 miles du bout de piste, le moteur rendit l'âme complètement. Le silence qui suivit fut presque absurde. Un instant plus tôt, le Tiger rugissait à des vitesses que peu d'avions de son époque pouvaient atteindre. À présent, seul le vent sifflait contre la cellule. Attridge avait le choix entre éjecter immédiatement ou tenter un atterrissage forcé dans les bois denses qui s'étendaient devant lui. Il choisit les arbres. Cette décision lui sauva probablement la vie, car une éjection à basse altitude avec une vitesse aussi réduite restait une loterie mortelle. Le Tiger s'enfonça dans la forêt avec un bruit de tonnerre, les branches arrachant les ailes, le fuselage labourant le sol sur plus de 90 mètres avant de s'immobiliser dans un chaos de métal tordu. Le feu prit presque instantanément. Attridge, sonné, une jambe fracturée et 3 vertèbres endommagées, parvint à se libérer de son harnais et à couper le filin de son radeau de survie pour sortir de la carcasse en flammes avant que le carburant ne transforme l'épave entière en brasier. Un hélicoptère Sikorsky S-58, dépêché directement depuis l'usine Grumman toute proche, le récupéra dans les minutes qui suivirent et le transporta vers le Central Suffolk Hospital de Riverhead. Il passa 2 semaines hospitalisé. Il s'en sortit vivant. Ce n'est qu'après l'analyse minutieuse des débris et des données de vol enregistrées que les ingénieurs comprirent enfin ce qui s'était réellement passé. Les projectiles de 20 mm, tirés par Attridge lui-même, à peine 11 secondes plus tôt, avaient décrit une trajectoire balistique légèrement incurvée vers le bas. Pendant ce temps, le Tiger, maintenant son angle de piqué, avait suivi exactement la même trajectoire. La physique était implacable. L'avion avait rattrapé ses propres obus. 3 projectiles avaient percuté la machine, 2 avaient traversé le pare-brise, 1 avait arraché la lèvre de la prise d'air, projetant des éclats métalliques dans le moteur et déclenchant la cascade de défaillance qui avait failli tuer le pilote.
Le F-11F Tiger venait d'entrer dans l'histoire de l'aviation comme le premier avion de chasse à s'être abattu lui-même. Mais pour comprendre comment une telle machine avait pu voir le jour, comment un avion si rapide qu'il rattrapait ses propres balles avait pu naître dans les bureaux d'études de Grumman, il fallait remonter quelques années en arrière, au cœur d'une guerre froide qui faisait trembler les états-majors américains, et à un chasseur soviétique qui avait changé toutes les règles du combat aérien. Le MiG-15 apparut dans les cieux coréens à l'automne 1950 comme un coup de tonnerre. Les pilotes américains qui volaient à bord de leur F-80 Shooting Star et de leur F-84 Thunderjet ne comprirent pas immédiatement ce qui les attaquait. La silhouette était différente de tout ce qu'ils avaient vu. Des ailes en flèche prononcées, une montée en altitude fulgurante, une vitesse que leurs appareils ne pouvaient tout simplement pas égaler. En l'espace de quelques semaines, le nouveau chasseur soviétique rendit obsolète toute une génération d'avions américains. Washington encaissa le choc en silence. Mais dans les couloirs du Pentagone et dans les bureaux de la Navy, la panique était réelle. La marine américaine n'avait aucune réponse crédible à offrir face aux nouveaux chasseurs soviétiques. Elle se tourna vers l'entreprise qui lui avait fourni ses meilleurs appareils depuis la Seconde Guerre mondiale, la Grumman Aircraft Engineering Corporation, installée à Bethpage dans l'État de New York. Grumman avait déjà une réponse partielle dans ses tiroirs. Depuis 1951, la Navy utilisait le F-9F Panther, puis sa version aux ailes en flèche baptisée Cougar. Ces appareils étaient solides, fiables, appréciés des pilotes. Mais ils n'étaient pas faits pour rivaliser avec le chasseur soviétique. En 1952, les ingénieurs de Grumman décidèrent de financer eux-mêmes, sans attendre de commande officielle, une étude complète pour transformer radicalement le Cougar. Le projet reçut la désignation interne G98. Sur le papier, il s'agissait d'une modernisation. Dans les faits, les ingénieurs repartirent de presque rien. Le premier défi était aérodynamique. Pour franchir le mur du son sans perte de contrôle, les ingénieurs appliquèrent la règle des airs, un principe qui impose de faire varier la section transversale de l'avion de façon progressive sur toute sa longueur. Le fuselage prit une forme cylindrique calculée au millimètre, et la cellule entière fut redessinée pour éliminer les zones de turbulence à haute vitesse. Le nouveau dessin rompit définitivement avec le Cougar. Les ailes étaient radicalement plus fines, dotées de becs de bord d'attaque sur toute leur envergure, ce qui améliorait la portance à basse vitesse lors des approches sur porte-avions. Les volets de bord de fuite intégraient un système de contrôle du roulis par déporteur plutôt que par aileron classique, une solution moins conventionnelle mais plus adaptée aux vitesses élevées. Pour le stockage à bord des navires, les ailes se repliaient manuellement vers le bas, une contrainte permanente imposée par la réalité des ponts d'envol surchargés. Le stabilisateur horizontal, quant à lui, était entièrement mobile, sans plan fixe, ce qui permettait un contrôle précis en vol supersonique. Le moteur retenu était le Wright J65, une version construite sous licence américaine du réacteur britannique Armstrong Siddeley Saphir. Il était alimenté par 2 prises d'air latérales positionnées de chaque côté du fuselage, juste derrière le cockpit. Le pilote prenait place à l'avant du nez sous une verrière coulissante vers l'arrière. L'ensemble donnait à l'avion une silhouette élancée, presque agressive, très éloignée des formes trapues du Cougar. Le 27 avril 1952, la Navy commanda officiellement 2 prototypes et une cellule d'essai statique. Par un paradoxe administratif, elle attribua d'abord la désignation XF9F8 au projet, avant de le rebaptiser XF9F9, l'ancienne désignation étant récupérée pour une variante du Cougar original. L'été 1954 approchait lorsque le premier prototype fut enfin prêt à voler. Problème, le moteur J65 prévu pour l'appareil n'était pas disponible. Les délais de production avaient pris du retard. Qu'à cela ne tienne, les ingénieurs de Grumman montèrent un moteur de substitution et confièrent les commandes au pilote d'essai Corwin Meyer. Le 30 juillet 1954, le prototype décolla pour la première fois depuis la base de Calverton.
Meyer poussa l'appareil dans ses retranchements dès ce premier vol et frôla Mach 1 sans même disposer du réacteur pour lequel l'avion avait été conçu. Le résultat enthousiasma la Navy. Le deuxième prototype effectua son premier vol le 2 octobre 1954 et franchit officiellement le mur du son, devenant le deuxième avion de la Navy à atteindre le vol supersonique après le Douglas F-4D Skyray. En avril 1955, la Navy reconnut officiellement que le projet n'avait plus rien à voir avec le Cougar et lui attribua enfin sa propre désignation, F-11F-1. Le Tiger était né. Mais derrière les performances spectaculaires des essais se cachaient déjà des fragilités que personne ne voulait encore regarder en face. Le 4 avril 1956, un F-11F-1 Tiger apponta pour la première fois sur le pont du USS Forrestal. L'appontage fut réussi, le catapultage également. Les officiels présents applaudirent. Personne ne savait encore que cette journée marquait à la fois l'entrée en service et le début de la fin du Tiger comme chasseur embarqué. Le problème se posa dès que les pilotes de chasse opérationnels prirent les commandes de l'appareil en conditions réelles et le comparèrent à ce qu'ils connaissaient. En 1954, la Navy avait introduit simultanément deux nouveaux chasseurs, le F-11F Tiger de Grumman et le F-8U Crusader de Vought. Les évaluations comparatives qui suivirent furent sans appel. À basse altitude et en combat tournoyant près de la surface, le Tiger tenait effectivement la comparaison. Sa maniabilité était bonne, sa réponse aux commandes agréable et sa vitesse en basse couche légèrement supérieure à celle du Crusader. Les pilotes appréciaient le cockpit et la visibilité. Mais le combat aérien moderne ne se jouait plus uniquement à basse altitude. À 35 000 pieds, là où se déroulaient les interceptions à haute altitude contre les bombardiers soviétiques, le tableau changeait du tout au tout. Le Tiger accusait un retard de près de 500 km/h sur le Crusader à cette altitude. 500 km/h, un écart proprement rédhibitoire dans un contexte opérationnel réel. Un chasseur qui ne peut pas rattraper sa cible ne sert à rien, quelle que soit sa maniabilité à basse altitude. Le taux de montée initial du Tiger était également inférieur à celui de son concurrent, ce qui signifiait qu'il atteignait plus lentement les altitudes d'interception où il aurait de toute façon été distancé. La portée en combat ne valait guère mieux. L'autonomie opérationnelle du Crusader dépassait sensiblement celle du Tiger, un avantage décisif pour des opérations depuis un porte-avions, où chaque mile de rayon d'action supplémentaire représente une couverture géographique élargie pour le groupe naval. Un chasseur embarqué qui rentre à court de carburant avant d'avoir atteint sa zone de patrouille est une ressource gaspillée. Et puis, il y avait le moteur. Le Wright J-65 n'était pas seulement moins puissant que ce que la situation exigeait, il était profondément peu fiable. Les pannes n'étaient pas rares, et le réacteur avait visiblement atteint les limites de son développement au moment même où il fut installé dans le Tiger. Grumman avait parié sur un moteur déjà en fin de vie pour propulser un avion censé représenter l'avenir. Ce pari fut perdu. La Navy tira ses conclusions rapidement. Les commandes supplémentaires de Tiger furent annulées. Le projet de version de reconnaissance du Tiger, qui aurait pu donner une seconde vie à l'appareil, fut lui aussi abandonné avant qu'un seul prototype ne soit construit. Entre 1954 et 1959, seulement 199 F-11F-1 sortirent des chaînes de montage de Grumman. Le 23 janvier 1959, le dernier exemplaire fut livré à la Navy. La production s'arrêta définitivement. Sur les porte-avions, le Tiger fut progressivement relégué au second rang, doublement humilié par le Crusader qui prenait sa place dans les escadrons de chasse embarqués. En avril 1961, le F-11F-1 fut officiellement retiré des opérations sur porte-avions. En moins de 5 ans de service actif, l'appareil avait été écarté sans jamais avoir tiré un seul coup de canon au combat.
Toutes les ressources investies dans son développement, tous les risques pris par les pilotes d'essai, toute l'ingéniosité déployée par les ingénieurs de Grumman n'avaient produit qu'un chasseur que la Navy ne voulait plus. Pour Grumman, la situation était inédite et douloureuse. Depuis sa fondation, l'entreprise avait toujours eu au moins un chasseur embarqué en production pour la Navy. Avec l'arrêt du Tiger, cette série ininterrompue prit fin. Le Tiger avait été un pari technologique audacieux. Il s'était transformé en impasse industrielle. En 1962, la réforme du système de désignation tri-service des États-Unis lui ôta même son identité propre. Le F-11F-1 devint le F-11A, un nom banal parmi d'autres. Le Tiger n'avait laissé aucune victoire derrière lui, aucune légende de combat. Il était passé de chasseur le pointe à avion d'entraînement sans jamais avoir rempli la mission pour laquelle il avait coûté des millions de dollars et plusieurs années de travail. En avril 1957, les Blue Angels, l'équipe de voltige acrobatique de la Navy, reçurent leur premier F-11F Tigers à Nécourt. Le chasseur que les escadrons opérationnels avaient rejeté allait devenir, dans les mains de ces pilotes d'élite, l'une des machines les plus spectaculaires jamais vues dans le ciel américain. Ce retournement de situation avait quelque chose d'ironique. L'avion trop lent pour intercepter un bombardier soviétique se révélait parfaitement adapté à voler vite, voler bas, voler serré et émerveiller des foules. Les Blue Angels échangèrent rapidement leurs appareils à nez court contre des versions à nez allongé qui offraient de meilleures caractéristiques aérodynamiques à basse altitude et une silhouette plus élancée devant les caméras et le public. 6 avions, 6 pilotes triés sur le volet parmi les meilleurs de la Navy et une équipe de 45 mécaniciens et techniciens qui travaillaient sans relâche pour maintenir chaque appareil en parfait état de vol. L'organisation était rodée comme un mécanisme de précision. Ce que le public voyait depuis le sol donnait le vertige. Les 6 Tigers évoluaient en formation serrée à des vitesses dépassant les 600 km/h, exécutant 23 figures tactiques de précision standardisées. Certaines de ces manœuvres s'effectuaient avec seulement 36 pouces d'écart entre les appareils, soit moins d'1 mètre. À cette vitesse et à cette proximité, la moindre erreur d'appréciation, le moindre mouvement parasite sur les commandes signifiait une collision instantanée et fatale. Les pilotes des Blue Angels ne volaient pas avec des marges de sécurité. Ils volaient à la limite absolue de ce que l'homme et la machine pouvaient supporter ensemble. Le programme annuel était épuisant, 80 shows par an répartis sur l'ensemble du territoire américain. Chaque représentation mobilisait l'équipe entière pendant plusieurs jours. Entre les vols de reconnaissance du site, les briefings, les répétitions et la représentation elle-même. Les mécaniciens dormaient peu, les pilotes vivaient dans leur cockpit. Pour le public, c'était du spectacle. Pour les équipages, c'était un travail à plein temps avec un risque permanent. Les Tigers des Blue Angels devinrent progressivement des icônes visuelles. Leurs livrets bleus et jaunes frappaient les esprits et leur présence dans les meetings aériens attirait des foules considérables. En 1966, Grumman et la Navy produisirent ensemble un film consacré aux Blue Angels, dans lequel les F-11F Tigers étaient filmés sous tous les angles, y compris depuis des caméras embarquées dans les cockpits, rendant compte de la violence physique de ces manœuvres avec une brutalité visuelle saisissante. Ce film circula largement et contribua à forger une image publique du Tiger très différente de celle qu'il avait laissée dans les mémoires des escadrons opérationnels. Pour des millions d'Américains, le F-11F n'était pas le chasseur que la Navy avait abandonné après 5 ans de service décevant. C'était l'avion des Blue Angels, l'appareil qui rasait le sol à la verticale des tribunes et faisait vibrer les poitrines avec le bruit de son réacteur. La propagande involontaire fonctionnait à merveille. 12 ans après leur introduction au sein de l'équipe, les Tigers cédèrent leur place en 1969 au McDonnell F-4J Phantom, des bimoteurs beaucoup plus puissants et modernes. La transition était inévitable. Le Tiger appartenait désormais à une génération révolue.
Et même dans le domaine de la voltige, les impératifs de modernisation finissaient par s'imposer. Les appareils furent retirés du service de démonstration et renvoyés en stockage. Mais l'histoire du Tiger n'était pas tout à fait terminée. 4 ans plus tard, en 1973, 2 Tigers précédemment utilisés par les Blue Angels furent sortis des réserves et confiés à Grumman pour une mission d'un genre nouveau. Les ingénieurs les modifièrent en profondeur pour en faire des bancs d'essai volants dédiés à l'évaluation des systèmes de contrôle de poussée en vol. Ces travaux, conduits entre 1974 et 1975, visaient à tester des technologies de vectorisation de poussée qui alimenteraient les réflexions sur les générations suivantes d'avions de combat. Le Tiger, rejeté comme chasseur, recalé comme intercepteur, termina sa vie comme cobaye technologique au service d'avions qu'il n'aurait jamais la chance de voir voler. À la fin des essais, en 1975, les 2 appareils furent renvoyés en stockage. Ces 2 Tigers furent les derniers à avoir jamais quitté le sol. Un chasseur conçu pour dominer le ciel de la guerre froide terminait sa carrière comme banc d'essai anonyme, sans avoir jamais croisé un ennemi. L'été 1967 fut le dernier acte. Les Tigers, encore en état de vol, furent officiellement retirés du service de la Navy et acheminés vers le Military Aircraft Storage and Disposition Center de Davis Monthan, en Arizona. Des centaines d'avions militaires américains finissaient là leur existence alignés en rangée sous un soleil qui ne leur demandait plus rien. Les Tigers prirent leur place sans cérémonie. Ils disparurent simplement de l'inventaire actif, comme disparaissent les équipements que personne ne regrette vraiment. Ce dénouement silencieux contrastait brutalement avec l'ambition initiale du programme. Le F-11F Tiger avait été conçu pour répondre à une menace existentielle, pour redonner à la Navy américaine la supériorité aérienne qu'elle avait perdue au-dessus de la Corée. Les ingénieurs de Grumman avaient travaillé des années, dépensé des millions de dollars de fonds privés avant même que l'État ne commande le moindre prototype, repoussé les limites connues de l'aérodynamique embarquée. Et au bout de ce travail colossal, la Navy avait reçu 199 chasseurs qu'elle avait retirés des porte-avions en moins de 5 ans, sans qu'aucun d'eux n'ait jamais déclenché ses canons en situation de combat. Le bilan était objectivement sévère. Chaque F-11F Tiger produit représentait une somme considérable de ressources publiques et privées investies dans un appareil qui n'avait servi, opérationnellement parlant, qu'à former des pilotes et à décorer des pistes d'entraînement. La version de reconnaissance capable de justifier une seconde utilisation de la cellule fut annulée avant même d'exister. Le moteur Wright J-65, qui devait propulser l'avion vers la supériorité aérienne, s'était révélé être son talon d'Achille, un choix technologique figé dans une époque déjà révolue au moment de son intégration. Le Tiger n'était pas une exception dans la course technologique de la guerre froide. Il était le symptôme d'une époque où un avion conçu pour battre un chasseur soviétique pouvait se retrouver dépassé par une nouvelle génération soviétique entre le moment de sa conception et celui de sa mise en service réelle. Ce qui rendait le cas du Tiger particulièrement frappant, c'était la nature de sa seule véritable entrée dans les livres d'histoire. Pas une victoire aérienne, pas un record homologué, pas une mission accomplie sous les feux de l'ennemi. Un avion qui avait failli tuer son propre pilote en rattrapant ses propres obus. Thomas Attridge, l'homme qui avait survécu à cette collision improbable avec sa propre munition, était sorti de l'hôpital 2 semaines après le crash avec une jambe réparée et 3 vertèbres consolidées. Il reprit les vols d'essai et continua à travailler pour Grumman. Personne ne tira de conclusion radicale sur les limites d'un avion capable d'atteindre sa propre trajectoire de tir. L'incident du 21 septembre 1956 était pourtant une métaphore parfaite de toute la carrière du Tiger. Un appareil qui allait trop vite pour son propre bien, dont les performances exceptionnelles dans un domaine précis créaient des problèmes insurmontables dans d'autres, et qui finissait par se blesser lui-même plutôt que de blesser un ennemi. La vitesse qui aurait dû être son atout maître était devenue, ce matin-là au-dessus de Long Island,
la cause directe de son autodestruction. Les quelques Tigers qui échappèrent au cimetière d'avions de l'Arizona prirent des chemins divers. Certains furent donnés à des musées, d'autres utilisés comme pièces d'exposition statiques sur des bases militaires. En 2005, l'un d'eux fut acquis pour être restauré aux couleurs de l'escadron 20 F-21 de la flotte atlantique, une restauration achevée en 2011. Ces survivants immobiles témoignent d'une trajectoire singulière, celle d'un avion qui ne put jamais être ce pourquoi il avait été fabriqué et qui trouva dans l'échec une forme de célébrité que le succès ne lui avait pas accordée. Le F-11 F-Tiger reste aujourd'hui le seul avion de chasse de l'histoire à s'être officiellement abattu lui-même en vol. C'est une distinction que ses concepteurs n'avaient pas prévue dans leur cahier des charges. Si cette histoire vous a appris quelque chose sur les paradoxes de la technologie militaire et les limites de l'ambition humaine face aux lois de la physique, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire et un like pour nous aider à continuer à vous en raconter d'autres. Des sommes colossales, des ingénieurs brillants, des pilotes courageux et au bout du compte, un appareil que son propre commanditaire ne voulait plus. La Navy obtint finalement la supériorité aérienne embarquée dont elle avait besoin, mais avec d'autres appareils. Le Tiger fut simplement le prix à payer pour apprendre ce qui ne fonctionnait pas.